planter d'essences variées comme le mélèze, l'épicéa ou le pin accroché. Et ça marche très bien. De même, pour lutter contre l'érosion des sols, on a planté dès 1860 du pin noir d'Autriche qui a parfaitement joué son rôle de fixation des sols. Bon, Frédéric, tu nous les montres ces blocs ? Alors voilà un bel exemple. Par rapport à la maison de tout à l'heure, c'est le projectile qui est allé le plus loin. Voilà. Et lui, il a été arrêté grâce au couvert forestier. Alors d'ici, on ne se rend pas très bien compte de sa taille. On va se rapprocher puis on va le cuber. On va voir quel volume il fait et quelle est sa masse. Voilà le bébé, si je peux l'appeler comme ça. Alors on va essayer de donner un peu une estimation de son volume. Je mesure 1,80 m. Donc on va voir. Une fois, deux fois. Bon, il fait un bon 4 mètres, on va dire, de longueur. Il doit faire à peu près 4 mètres de haut. Donc là, j'ai une surface qui est à 16 mètres carrés. Et puis, en épaisseur, il fait 3 mètres. Donc c'est un bloc qui fait 48 mètres cubes. On a quelque chose qui fait 144 tonnes. Hein, donc imaginez 144 tonnes qui arrivent à pleine vitesse, c'est-à-dire à peu près la vitesse d'une mobilette, 50 km/h dans une maison. Bon, on va retrouver le bloc, mais on ne va pas retrouver la maison. Il a roulé ici, et puis là on a une rupture de pente. Et il a dévalé la pente à pleine vitesse. Et si on regarde bien là-bas au loin, on aperçoit la maison que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors la zone de départ, on la voit très bien dans la falaise. Hein, c'est la niche d'arrachement qu'on voit à peu près au milieu de la falaise, qui est d'une couleur différente. De là, il faut imaginer plusieurs milliers de mètres cubes qui tombent, et qui tombent sur ce versant. Eh bien, ce versant, là où il n'y a absolument aucune végétation forestière pour le moment, il faut l'imaginer comme de part et d'autre. Hein. Là, on a avant, et puis là, on a après. Vous pouvez voir qu'il y a des arbres dans tous les sens qui sont cassés. Eh bien, ces arbres-là ont permis d'arrêter 80% des blocs ici. Les 20% restants ont continué leur course, pour arriver pas très loin de la maison. Et pour mieux comprendre ces phénomènes, Frédéric est payé pour quelque chose qu'on interdit de faire à nos enfants, c'est-à-dire jeter des cailloux dans les pentes. Pour comprendre comment un bloc se déplace sur une pente, comment il dissipe de l'énergie, eh bien moi je suis payé à pousser des cailloux dans la pente sur des sites expérimentaux complètement sécurisés. On a pu acquérir des images vidéo numériques qui nous ont permis d'analyser le mouvement, de comprendre quelle vitesse pouvait développer un bloc, quelle énergie au point de contact, par exemple avec un arbre, ou avec des structures de type filet par pierre, des structures qu'on appelle de type génie civil. Nous sommes ici à seulement 15 km de l'agglomération grenobloise et de son demi-million d'habitants. Et pourtant, la montagne est magnifique et la forêt est tout autour de nous. En effet, Yves, mais tu n'es pas seul. Qu'est-ce qu'il y a comme monde dans cette forêt ? Des promeneurs en famille, des randonneurs, des joggeurs, des vététistes, des pêcheurs, des chasseurs. Et puis tous ceux qui travaillent en forêt comme les bûcherons ou les débardeurs. Sans parler de l'hiver avec les randonneurs à ski, les promeneurs en raquettes ou les skieurs de fond. Donc, une multitude d'activités, des pratiques, des attentes différentes, voire divergentes dans certains cas, pour un espace commun à se partager. Mais quel rôle peut jouer un parc naturel régional quand fonctions sociales et fonctions économiques se croisent ? Sylvain Augier, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au parc naturel régional de Chartreuse. Oui, en tant que technicien forestier. Mais finalement, ce parc, il sert à quoi ? Seulement à protéger la nature ? En fait, il n'y a pas qu'une vocation de protection pour un parc naturel régional, il y a d'abord une vocation de développement économique. Si on prend un parc national, c'est une réserve, c'est de la protection. La principale mission d'un parc national, c'est de protéger. En revanche, un parc naturel régional, c'est du développement économique dans un cadre environnemental, avec la préservation des paysages, avec la préservation de la biodiversité, du patrimoine naturel, du patrimoine bâti ou culturel. Et avec quels acteurs le parc travaille-t-il au quotidien ? Un parc a un rôle fédérateur. En fait, un parc ne travaille pas tout seul, il travaille avec l'ensemble des partenaires d'une filière. Par exemple, pour la forêt, on travaille avec les sylviculteurs privés, les 2 associations de groupement de propriétaires, le CRPF, Centre régional de la propriété forestière, l'ONF, l'Office national des forêts, les communes forestières ou la DDAF et plein d'autres. Et on fait travailler toutes ces personnes ensemble. Et en plus, là-dessus, doivent se greffer beaucoup d'usagers. Effectivement, en fait, la forêt est très convoitée. Donc, en fait, on a une fréquentation de proximité qui est très importante. La piste sur laquelle nous nous trouvons, pour prendre un exemple concret, elle est utilisée par qui ?
En fait, la forêt chartreuse est une forêt de production. Sa vocation, en fait, c'est de produire du bois. Donc, en fait, quand on fait des créations d'ouvrages pour desservir les forêts comme ici, c'est pour sortir du bois, principalement. Et puis après, quitte à faire une réalisation, un ouvrage, on essaye de regarder à qui ça pourrait profiter également. Donc là, vu que les propriétaires qui ont financé cet ouvrage-là sont des décideurs, c'est eux qui décident s'ils l'ouvrent ou non au public. En règle générale, ils sont toujours d'accord pour l'ouvrir au public, donc on peut l'ouvrir à la raquette à neige pour l'hiver. Si c'est relié à un circuit de ski de fond, ça peut être également du ski de fond. En tout cas, on s'engage parc à essayer d'amener le maximum d'éléments pour que cet ouvrage-là soit le plus utilisé possible et le plus intégré par rapport aux différentes attentes. Et quelle est l'attitude du parc sur les véhicules à moteur dans les espaces naturels, par exemple? En fait, toute création de desserte forestière fait l'objet d'une interdiction de circulation. On fait prendre des arrêtés municipaux par les maires pour justement qu'il n'y ait pas de divagation, d'engins motorisés à l'intérieur du patrimoine naturel. Sylvain, vous êtes un des gestionnaires de cette forêt. Pour conclure, quel message voudriez-vous faire passer à ces nombreux utilisateurs? On voit que cette forêt chartreuse, elle est magnifique et on ne veut pas la détériorer, on veut la garder la plus jolie possible. Mais pour autant, c'est la gestion forestière qui paye les autres fonctions de la forêt. Donc pour pouvoir mobiliser du bois, l'un des outils indispensables, c'est la création de routes ou de pistes forestières. On a vu qu'en fait les pistes et les routes forestières ne s'opposaient pas à la préservation des paysages par des études d'impact, qui ne s'opposaient pas également à la préservation de la biodiversité. On est capable de dévier un ouvrage pour préserver une station remarquable. Et on peut voir que c'est même un outil à la limite multifonctionnel pour des activités de loisirs comme le ski de fond l'hiver, la raquette à neige ou l'été avec les chasseurs pour de la gestion d'espaces ouverts pour les animaux. Maintenant que notre promenade forestière touche à son terme, il faut nous poser une dernière question. Et nous, que devons-nous à la forêt en échange de tous les services qu'elle nous rend? Comment la protéger pour qu'elle continue longtemps à remplir ses différents rôles? La réponse à ces questions n'est pas simple, mais elle contient forcément deux mots-clés: respect et partage. Respect pour la forêt, pour sa faune, sa flore, pour ceux qui y travaillent, mais aussi pour ceux qui tout simplement aiment y passer quelques heures. Et donc partage entre tous les usagers de ce magnifique bien commun qu'est la forêt de montagne.